Bonjour tout le monde. Je vais rebondir juste sur ce qui vient d'être dit, parce qu'en matière de santé, il existe aussi, en dehors du côté juridique, ce que vous connaissez peut-être déjà, les directives anticipées. Là, c'est le pendant finalement médical, mais en particulier médical dans le sens la vie qui continue, puisque la vie continue jusqu'au bout, vous savez. Eh bien, les directives anticipées, et là, qui n'ont plus rien à voir, bien sûr, avec la notion de tutelle, puisque c'est la personne de confiance qui apparaît. Alors, beaucoup de gens connaissent, mais n'ont jamais fait. C'est très intéressant de le faire, en particulier, on va dire en gros, quand on rentre en institution et qu'il se trouve qu'on est confronté à des situations difficiles. Si les gens ont fait leur directive anticipée et ont nommé une personne de confiance, c'est beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire qu'on va parler de choses graves et gravissimes, quoi qu'il arrive. C'est plutôt le naturel, en tous les cas, de la vie qui continue jusqu'au bout. Alors moi, je suis médecin généraliste avant tout. Je me suis installé à Auxerre en 1980, donc ça fait déjà un petit moment, mais je suis en retraite. Et puis, j'ai fait beaucoup de gériatrie au cours de ma vie, et puisque j'étais pratiquement un des premiers gériatres d'Auxerre en 1984, et que j'ai après fini ma carrière comme praticien hospitalier en gériatrie. Alors, je vais vous parler de choses très simples, je vais vous parler de choses très peu médicalisées, alors que je suis médecin, et je vais surtout enfoncer des portes ouvertes, donc ça va vous faire du bien. Vous allez sentir le vent passer, et on va essayer de faire preuve de bon sens, et vous allez dire, bah oui, ce qu'il me raconte, je le savais déjà. Donc c'est plutôt mieux que ce soit comme ça, plutôt que de vous assommer avec des idées un petit peu compliquées. Oui, être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres, c'est pareil, complètement évident, mais il y a des gens qui quand même ont 20 ans, se sentent déjà vieux, et puis il y a des gens, moi j'ai un record, 107 ans avec une dame qui ne se sentait pas vieille. Oui, on peut avoir 107 ans. Donc tout ça c'est relatif, et ce qui compte c'est bien sûr l'idée qu'on s'en fait. Hein. Les philosophes nous le disent depuis longtemps, hein, on vit dans un monde où le monde vient nous secouer, mais il nous secoue surtout nous, puisqu'on a notre filtre dans notre cerveau et on regarde le monde comme ces milliards d'individus sur Terre qui regardent tous le reste du monde. Alors ça, c'est excessivement important. Alors de quoi parle-t-on quand on parle de seniors? On parle de choses complètement différentes, parce que ce sont ceux qui ont dépassé l'âge de 20 ans, mais pas dépassé les 45 ans quand on est dans le sport. Oui, c'est quand même des choses. Ils sont donc seniors, ils se sentent seniors, mais on n'est pas du tout dans la même chose. Dans le monde du travail, c'est avoir dépassé 50 ans, donc c'est pas la même définition. Le sport, bien sûr, ça va jusqu'à plutôt 35 ans. Et puis, bien sûr, qu'après, on passe vétéran. Il y a des notions un petit peu différentes. La fleur de l'âge, et vous entrez maintenant dans la plus belle saison de l'homme. Qui c'est qui nous a dit ça? C'est Molière dans l'Avare. Qu'est-ce que cela qu'avoir 60 ans? Je veux dire, vous voyez, autant de Molière, il disait 60 ans, mais c'est de la blague tout ça. Alors, bien sûr, les seniors qui se préparent, on va voir qu'on va parler beaucoup de durée, c'est-à-dire que moi qui travaille beaucoup aussi, puisque je suis tabacologue et je coordonne un réseau qui s'appelle Tabagir, et qu'en ce moment on est dans le mois sans tabac, vous en avez entendu parler, eh bien tout s'inscrit dans la durée. Et malheureusement, si les gens ont du mal des fois à passer à l'action, à comprendre certaines choses, c'est parce qu'ils imaginent que c'est l'instant même qui compte. Et vous savez qu'on est dans une société où l'instant présent, le résultat immédiat compte beaucoup. Eh bien malheureusement, c'est ceux qui prévoient bien sûr un tout petit peu l'avenir, à court terme, à moyen terme, à long terme, qui réussissent à se sortir de passes difficiles. Alors on a les seniors à travers les personnes âgées, qui représentent bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire personne âgée? Il y avait des définitions il y a quelques années, c'était après 75 ans, puis après 70 ans, puis après on a dit non, c'est après 60 ans, ah ben non c'est plutôt 65 ans. Puis alors bien sûr il y a la retraite, alors elle bouge un peu, donc on ne sait plus où on en est. Et puis il y a la notion de inactif, qui est une notion un peu péjorative et très désagréable, en particulier dans nos sociétés un peu latines où les gens travaillent, sont à la retraite, ne travaillent plus, sont inactifs, donc ils sont improductifs, donc bien sûr c'est très délétère comme définition. Et puis vous avez des sociétés anglo-saxonnes en particulier, dans lesquelles, et les pays nordiques, on reste actif jusqu'à 70, 75, on est au travail, et on a sa part à jouer. Donc ça dépend aussi donc du miroir et de la société, comment elle éclaire un petit peu les choses. Un Français sur 10 au niveau de la démographie a plus de 56 ans
Et en 2050, ce sera 1 sur 3. Donc quand les gens se préparent ou sont seniors ou se préparent à être seniors, on voit qu'ils sont en tout cas une force de pouvoir, c'est tout à fait évident. 84 ans, c'est l'espérance de vie des Françaises au jour d'aujourd'hui. 77 ans, celui des Français. Vous le savez très bien, on gagne 3 mois d'espérance de vie par an, régulièrement, tous les ans, etc. Ça commence un peu à stagner en ce moment. Alors on a défini des masters, parce que finalement il y a les seniors, il y a les masters. Les masters, ils ont entre 50 et 59 ans. Ils sont plutôt en bonne santé. Ils sont du temps libre, ça dépend, parce qu'ils sont quand même à cheval entre pas mal de générations. Donc le temps libre, ça se discute. Mais pour faire un peu gros, la vue baisse. C'est-à-dire, oui, ça commence. Alors la presbytie, vous connaissez un peu. Il y a des gens qui n'ont jamais porté de lunettes. À 50 ans, la vue baisse. Les libérés. On voit bien ce que ça veut dire, hein. Ce n'est pas ceux qui sortent de l'armée, bien entendu, c'est ceux qui ont 60 ou 74 ans et qui sont en santé plutôt correcte. Alors bien sûr, quand je dis correcte, n'essayez pas de voir par rapport à votre propre santé, de savoir que bien sûr, il y a des cas exceptionnels et puis les statistiques nous montrent que la maladie existe. Mais pour autant, ils sont plutôt en santé correcte. Ils ont plus de temps libre, on s'en doutait un petit peu, mais la vue baisse encore un peu plus, d'accord ? Donc, il voit les choses plutôt, pas seulement au bout du nez, mais c'est un petit problème. Et puis, il y a Louis qui commence à s'y mettre. Donc on est dans un cadre où, de manière naturelle, dans la durée, il y a des choses qui s'amenuisent. Et donc le côté sensoriel en particulier, vous savez, il y a des choses qui s'émoussent. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut s'inscrire dans la durée parce que c'est excessivement important. Et puis après, on passe, certains d'entre vous en font partie, bien sûr, les paisibles. Donc les gens qui ont 74 ans, 85 ans, ils ont un certain pouvoir d'achat pour certains, et puis des fois d'autres non, bien sûr. Il est plutôt une espèce d'appétit d'achat qui est un peu diminué parce que les stimulations ne sont pas les mêmes. Des préoccupations premières, la santé. Parce que dans cette catégorie-là, la santé, ils ont déjà les effets secondaires du handicap, des déficits des organes, et ça, c'est un problème, d'autant plus que le sensoriel a encore tendance à s'émousser un peu plus. Et puis après, on a les grands aînés, mais après, vous savez, on avait déclaré les 4e âges, les 5e âges. Madame de 107 ans, c'était le 6e âge, bien sûr. Et puis le 7e âge, c'est plutôt le paradis, bien sûr. Alors, les grands aînés, au-delà de 85 ans, c'est l'apparition d'une forme de précarité, la notion, en particulier chez les veuves, qui sont plus nombreuses que les veufs. Grand pourcentage de dépendance, que vous connaissez un petit peu. La dépendance étant le fait d'avoir besoin, en gros, d'une tierce personne pour se procurer, en tout cas, à domicile ou dans une institution, les gestes de la vie quotidienne. Voilà, il faut une tierce personne. Perte d'autonomie qui est un tout petit peu différente, puisqu'on a vu tout à l'heure en parlant des tutelles, la perte d'autonomie, c'est quand on ne peut plus exprimer son propre choix, d'accord ? On peut être donc très autonome et très dépendant, et on peut être de manière complètement différente, avoir perdu son autonomie, et puis pour autant pouvoir naviguer encore dans un sens, dans l'autre, mais ne plus pouvoir décider. Les gens confondent un peu. Autonomie, c'est bien la tête qui décide, hein, avec ses propres lois. Autonomie, mes propres lois, donc je fais encore ce que je veux. C'est excessivement important. Alors, ensuite... Appuyez. La santé des seniors. Alors, la santé, la vôtre, celle des autres... On entend partout parler, et je crois qu'en arrivant tout à l'heure, j'en entendais parler, ce qui me paraît complètement évident. Les seniors, ils ont leur place, ils ont les sites internet, on en cause. Il y avait l'été dansant, il y a toujours l'été dansant, on aime ou on n'aime pas, c'est comme ça. Il y avait les agences matrimoniales à tout point de vue. Moi, je vois arriver en institution des gens qui se sont mariés, ils avaient 75 ans pour leur 2e mariage. Le record que j'ai fait, c'est un mariage d'un monsieur de 92 ans avec une dame de 91 ans. Et le monsieur avait une maladie d'Alzheimer. Ça s'est fait devant le maire, débutante. Et ça s'est fait à domicile, parce que le maire s'est déplacé. Moi, j'étais le témoin privilégié, parce que j'étais le médecin traitant. Bon, c'est des situations rocambolesques, mais tout existe, aucun souci.
vous désirez refaire votre vie, enfin peut-être pas tous, vous d'entre vous. Restez quand même avec votre compagnon s'il est là. Vous déménagez et changez de région, tout se fait. On voit des gens qui déménagent à un âge très avancé. Il y a des gens qui ont déménagé 3 fois, 4 fois parce que finalement près d'un enfant, près de l'autre, des raisons X, Y. Il y a la grande mutation vers le sud de la France et puis finalement on est déçu, on prend des coups de soleil et hop, on remonte. D'accord ? Donc ça c'est comme ça. Salle de sport, ouverture adaptée, ben vous savez, fort bien quoi. On voit à la fois des clubs de gymnastique, des gens qui font des sports, des gens qui s'introduisent dans une activité physique qu'ils ne connaissaient pas, qui découvrent beaucoup plus facilement qu'avant. Donc on voit des seniors faire de la marche norvégienne, on voit des seniors accompagnés, etc. Et donc on voit plein de gens qui font des activités. C'est tout. Chirurgie esthétique à tout moment, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de le faire. La publicité d'ailleurs dans les couloirs du métro, vous voyez, c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans plutôt. Nous aimons choisir avec qui on s'envoie en l'air, vous voyez. Donc ça c'était une publicité pour prendre le bon avion, bien sûr. Hein. Vous n'avez pas confondu, bien sûr. 30% de notre santé est en lien avec l'hérédité. Alors là, c'est excessivement important parce qu'on va revenir sur ce que je disais au départ. Tout s'inscrit dans la durée. Alors, la comparaison est très simple. Celui qui ne met pas sa ceinture de sécurité depuis 1 jour, 10 jours, 100 jours, 1000 jours, 10 000 jours, dans la durée, au bout d'un moment, il y a un chien qui va traverser, il va freiner très fort, il va rentrer dans le pare-brise. Simplement, tout s'inscrit dans la durée. Il faut simplement savoir que ça fonctionne comme ça. Donc 30% de notre santé est en lien avec l'hérédité et elle, qui ne s'inscrit pas directement dans la durée, c'est-à-dire qu'il nous arrive des choses, des malheurs, des maladies qui sont liées à notre génétique. Et finalement, nos parents, nos grands-parents nous ont laissé des choses. Le diabète, ça en fait partie. Il y a des choses aussi qui sont des coutumes et qui s'inscrivent à la fois dans l'hérédité et dans une transmission, en tous les cas. C'est un petit peu différent. Mais voyez, 70% du coup qui est en rapport avec nos habitudes. C'est-à-dire que notre santé dépend beaucoup de nous-mêmes. Nos habitudes, ça veut dire comportement, rapport avec le monde, environnement, conduite de vie, risque. Risque dans la durée. Excessivement important. Vous demandez à un jeune qui fume aujourd'hui d'arrêter de fumer, il dit je suis en pleine forme, pourquoi je m'arrêterais de fumer ? Et dans la durée, qu'est-ce que ça va donner ? Oh, on verra bien. On verra bien. Sauf que s'il est sur la route et qu'il y a un type qui roule à gauche et qui est en face de lui, là, c'est pas dans la durée. Il va falloir qu'il change de direction tout de suite. Il sait ce que c'est que le danger. Mais quand effectivement, c'est pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on verra bien. Ça, c'est la grande nuance, bien sûr, qui est très importante à prendre en compte. Alors, si on parle maintenant d'espérance de vie à 60 ans, qui n'est pas l'espérance de vie à la naissance, pour les hommes, on est à 82,5 ans, donc vous voyez, on a changé, puisqu'on est déjà arrivé à 60 ans. Il ne faut pas oublier que l'espérance de vie, on a pris un sacré coup le siècle dernier et le siècle dernier avant, qui était simplement lié à la mortalité périnatale. C'est-à-dire qu'on naissait, on mourait. D'accord ? Donc évidemment, l'espérance de vie, on prenait un sacré coup. Tandis que maintenant, les progrès de la science ont fait que on ne naît pas pour mourir et que, bien entendu, la vie a une importance très importante. C'est pour ça qu'on a un enfant roi qui domine le monde, c'est-à-dire qui est là pour nous donner la direction, parce qu'il n'est pas question, bien entendu, qu'il meure. C'est tout à fait aberrant et quand ça arrive, c'est une catastrophe totale. Il se trouve que 2 siècles passés, une famille est composée de 5, 6, 7, 8, 10 enfants, et bien, il y en avait 2 ou 3 qui pouvaient mourir sans trop de difficultés, je ne dis pas ça comme ça, bien sûr, mais c'est pour dire que les progrès de la science sont présents. Alors c'est très important parce que l'écart dans l'espérance de vie à 60 ans est un petit peu réduit par rapport à ce qu'on entend sur l'espérance de vie à la naissance, et ça, c'est au fil des années. Alors, bien entendu, les progrès de la science dans cette partie-là sont très importants. Tout à l'heure, j'entendais parler de l'éventualité d'une mise sous tutelle sur 10 ans, voire 20 ans, et en particulier de la maladie d'Alzheimer, mais le jour où on vous dira que pour la tutelle, parce que c'est une maladie d'Alzheimer, on vous dit qu'on va réviser la situation dans 2 ans, ça veut dire quoi ? Qu'on a fait d'énormes progrès et qu'éventuellement on est en train de trouver le traitement de la maladie d'Alzheimer. Donc on demandera aux juristes s'ils modifient ou pas leur truc et puis ça nous donnera les informations sur les données de la science. Quelques clichés du sens de la vie. Bien sûr, je vous ai parlé de ça parce que la première chose à faire quand on veut vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est d'arrêter de fumer, quel que soit l'âge. Et bien entendu, au plus tôt de la vie, je reviens par chance pour moi d'un voyage en Australie.
j'ai rencontré dans un quartier de Sydney des gens qui n'ont jamais vu de cigarette. Des enfants, bien sûr, qui ne savent pas ce que c'est qu'une cigarette. C'est-à-dire qu'il y a des politiques de santé qui ont fait que la société peut et vit en dehors de l'idée du tabac et de cette addiction-là, parce qu'il y a des énormes progrès. En France, vous savez qu'on est quelque chose comme entre 35 et 40% des 17-25 ans qui sont fumeurs réguliers. En Australie, c'est 6%. Rien à voir, rien à voir. Leur société, au niveau de la prévention, n'a rien à voir. Et les Islandais font encore plus fort, puisque les jeunes de 17 à 25 ans, en 10 ans, sont passés à 3%. Donc, il y a quelque chose à faire. Les pouvoirs publics ont quelque chose à faire. Mais si j'en parle, vous voyez, on a une personne âgée qui coupe une cigarette, c'est parce que c'est à tout âge que ça se fait. Dès qu'on s'arrête de fumer, les artères arrêtent de se boucher. Dès qu'on arrête de fumer, elles arrêtent de se boucher. Activité physique, très important, parce que c'est le deuxième facteur de risque au monde. Donc, c'est le deuxième facteur de risque au monde. Vous voyez, ennemi public numéro 1, le tabac mondial, d'accord, qui nous donne une maladie chronique évitable, auto-entretenue. C'est le pompon, hein, auto-entretenu. Et sinon, activité physique, si non utilisée, bien sûr, activité physique, quand on n'en fait pas. Ennemi public numéro 2. C'est-à-dire, on n'imagine pas. Alors, bien sûr, la meilleure façon de guérir une maladie comme le tabagisme, pour quelqu'un qui est inactif, ben vous lui dites, vous arrêtez de fumer et vous allez faire une activité physique. Il guérit 2 facteurs de risque, ils sont les 2 premiers facteurs de risque au monde. Donc, c'est plutôt fantastique. Et comportement personnel. Ça ne regarde que lui. C'est très simple. Alors, après, il y a l'alimentation, bien sûr. Alors, l'alimentation, quelquefois, combinée un petit peu avec l'activité physique, puisque tout est lié. Saine, le bon sens l'emporte. Hein, la belle publicité que vous entendez parler, 5 fruits et légumes par jour, c'est évident, 5 fruits et légumes par jour, c'est sain, on sort d'un repas léger, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses bien compliquées. Il y avait une chanson de Thomas Dutronc que j'ai entendue hier à la radio, c'était assez rigolo, parce qu'il reprenait un titre d'une chanson de Léo Ferré qui était « Ni Dieu ni maître », et puis après ça devenait un peu plus ridicule, c'était pourvu qu'on mange des frites, d'accord. Ni Dieu ni maître, pourvu qu'on mange des frites. Et après, il y avait la collection couscous, choucroute, etc. Alors moi, j'ai rien contre le couscous, on peut en manger de temps en temps, etc. Mais ça voulait dire une chose, simplement, on en a marre des directives qui nous disent ce qu'il faut manger, pas manger, etc. Et si on se laissait aller. Alors on a le droit de se laisser aller de temps en temps, mais le bon sens l'emporte, puisque tout se fait dans la durée. Et dans la durée, quand on a une vie saine, ça se passe plutôt pas mal. Vous voyez, le cœur et l'alimentation, on sait bien que c'est très lié. Si vous entraînez votre cœur avec une marche à pied régulière et qu'en même temps vous vous arrangez pour qu'il n'y ait pas trop de graisse, voilà, ça se passe plutôt bien. L'alcool, bien sûr, qui est très importante. On peut malheureusement ou heureusement, en tous les cas, boire un verre de vin à chaque repas. Ça dépend des vins. Hein. C'est des verres qui sont l'unité classique. Hein. Donc on est sur 25 centilitres. C'est pas des verres des chopes de 1 litre, bien entendu. Hein. Et quand on respecte cette règle, eh bien, on n'a aucune addiction tout au long de sa vie, ce qui n'est pas du tout le cas du tabac. Si on fume 3 mois de sa vie à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, de manière régulière, on est addict à vie. Ça n'a rien à voir avec l'alcool. Je ne fais pas la défense de l'alcool, mais il y a un mésusage du tabac à la première cigarette. Et il n'y a pas de mésusage de l'alcool, puisqu'on peut boire 40 ans, 50 ans, 60 ans de sa vie, 2 verres de vin par jour, sans être dépendant ni malade de l'alcool. Donc c'est excessivement important. Et bien entendu, on a quand même 15% des gens qui abusent de l'alcool et qui sont dépendants, et qui vont non seulement avoir des troubles familiaux, des troubles personnels, des troubles avec la police, bien entendu, mais de santé de toute évidence. Vous le savez, ce n'est pas très compliqué. Les seniors en chiffres, on en a 21 000, c'est le nombre des centenaires, alors que vous voyez, c'est absolument incroyable. Il faut se reporter à quelques dizaines d'années avant, on les comptait par centaines, et maintenant on les compte par 21 000. Donc c'est le critère de cas de la prolongation de la vie. Pour autant, bien entendu, vous connaissez tous le secret des centenaires, hein, c'est très facile. Les centenaires sont les gens qui aiment bien marcher sur les pieds des autres, mais qui ne supportent pas qu'on leur marche sur les pieds. Alors, vous allez me dire que ça paraît banal, mais c'est vrai, c'est le secret des centenaires. On a fait des études génétiques, il y a un peu de génétique, mais celui qui a un fort tempérament, qui ne va pas s'en laisser compter,
tous les cas, eh bien, en général, il y a une dynamique comme ça qui rend service. 66% des seniors ont été confrontés à la dépendance d'un proche. Bien entendu, au jour d'aujourd'hui, on est confronté à un grand-parent, un frère, une sœur qui est devenu dépendant. La dépendance soit en rapport avec un handicap lié à une maladie dans la jeunesse, bien sûr, et puis la dépendance maintenant qui est bien connue. Hein. Beaucoup de gens sont dépendants, ils vieillissent et puis ils ont besoin d'une tierce personne. Le revenu, l'argent, c'est très important, hein, les pépettes, évidemment. Quand on voit les gens rentrer en maison de retraite, on va dire une maison de retraite classique, publique ou associative, allez hop, 2 000 € par mois, d'accord ? Voilà. Privé, 3 000 €, 3 500. Si vous êtes parisien, 4 000 €, 5 000 €. Bon, enfin, il en faut pour tous les goûts, mais surtout, il en faut pour toutes les bourses. Et ben voilà, sauf que les gens, ils arrivent, ils ont 1 376 €, et puis il faut payer 2 000. Donc la famille paie le reste, bien sûr. Là, c'est un problème. Là, ça. Et puis quand la famille ne peut pas, oui, ben, c'est qui ? C'est l'aide sociale. Hein. Tout à l'heure, on a parlé d'une aide quand les gens ne pouvaient pas en tout cas, assurer la tutelle. Ben, bien sûr, quand ils ne peuvent pas assurer la maison de retraite, par exemple. Donc c'est courant. Le Conseil général est plombé. Je ne le défends pas par cette problématique. Et de temps en temps, ils en arrivent même à dire des bêtises. Moi qui travaillais en milieu institutionnel public, ils sont venus nous dire « Essayez de ne pas prendre de gens qui sont du ressort de l'aide sociale. » Alors où est-ce qu'il faut qu'ils aillent alors ? Il faut qu'ils aillent dans le privé pour 3 500 ? Oui, on en arrive à des trucs. Il y a sous les ponts, il y a quelques places sous les ponts, bien entendu. Alors, 80% des Français craignent la perte d'autonomie. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Perte d'autonomie, les Français, effectivement, ils ont peur qu'au niveau du cerveau, ça ne suive plus. Et que si ça ne suit plus, ben, ils puissent prendre les décisions qu'ils voudraient bien, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Cette perte d'autonomie est excessivement, c'est d'une souffrance bien reconnue. Et malheureusement, les gens qui avaient une autonomie tout à fait vivaces, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, vous voyez, le pouvoir de décision, quand ils sont malades et qu'ils ont des troubles cognitifs, qu'on appelle handicap cognitif, d'accord ? Eh bien, quand ils ont un handicap cognitif, mais qu'en même temps, ils avaient un fort désir d'autonomie, c'est ceux qui souffrent le plus, parce qu'ils redoutaient la perte d'autonomie, et ça leur arrive. Et donc, vous voyez, ils ont ce qu'on appelle un déni, ou une forme de déni, avec une anosognosie, c'est un terme un peu savant qui dit, quand Chirac a été malade avec sa maladie d'Alzheimer, on a dit non, c'est pas une maladie d'Alzheimer, c'est une anosognosie. Oh, comme ça. C'était histoire de dire, il ne sait pas qu'il perd la mémoire, et on vous le dit. Il ne sait pas qu'il perd la mémoire, et on vous le dit. Alors, quand on regarde dans l'ordre de ce qui peut nous conserver en bonne santé, depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, vers les seniors, parce que c'est permanent, tout s'inscrit dans la durée. On vous dit bien, mais vous le savez, hein, une autre porte ouverte que j'enfonce, on vieillit comme on a vécu. Bah oui, c'est vrai. On peut changer d'attitude, mais on vieillit en général comme on a vécu. Celui qui fait du sport continue à faire du sport. Celui qui a des idées originales continue à avoir des idées originales. Bah, c'est comme ça. Hein. Alors, tabac, premier au monde, 30% des cancers, c'est sympa. 40% des maladies cardiovasculaires, alors on a un effort incroyable à faire. Et hop, on arrête, ça s'arrête. Il faut attendre en fonction des dégâts qui ont été causés, bien sûr, et pour lesquels les gens n'ont pas vu. On a quand même plus d'1 million de personnes qui souffrent de BPCO, la BPCO étant la bronchite chronique, qui handicape les gens. Pour certains, ils sont insuffisants respiratoires, ils ont besoin d'oxygène, ils n'arrivent plus à faire des efforts. Et vous voyez des fumeurs qui ont encore 75 ans, qui fument, qui ont de l'oxygène, qui n'arrivent plus à monter 3 marches d'escalier, qui disent non, mais c'est pas le tabac, c'est autre chose. Ah, c'est quoi ? Ben oui, le déni est là, c'est comme ça, on y parle. Mais, vous voyez, le nombre, quand même, c'est impressionnant. Alors, malheureusement, bien sûr, on a encore 18% des seniors qui sont un peu fumeurs. On en a chez les femmes un peu moins, mais malheureusement, au nom de l'égalité de l'homme et de la femme, vous savez que malheureusement, les femmes une femme sur 8 va ou a un cancer du sein. Et aux États-Unis, où ils sont toujours en avance sur nous, eh bien maintenant, le cancer du sein de la femme a été rattrapé par le cancer du poumon de la femme, puisqu'ils ont bien sûr une égalité sur la consommation du tabac. La durée, ça arrive un jour, voilà. Nos grandes idoles, vous savez que les artistes sont des grands fumeurs, d'accord ? Donc il y a 90% de tabagistes chez les grands artistes qui meurent les uns derrière les autres d'un cancer du poumon. On ne parle pas du reste, bien sûr, mais c'est assez significatif. Moi, je n'ai pas de révolte contre le fait que les artistes fument, mais c'est très significatif. On stoppe le tabac, on guérit. L'activité physique, deuxième facteur au monde.
Alors, très transférentiel, ça veut dire que quand on fait l'un plus l'autre, l'activité physique, ça marche dans tous les sens. C'est fantastique. Si on n'a pas d'activité physique, ça cause 17% du cardiovasculaire. Ça veut dire à lui tout seul, le fait de rien faire favorise les maladies cardiovasculaires. L'entretien est régulier. On sait que l'unité étalon, c'est 30 minutes de marche soutenue par jour. Voilà. Alors après, ça se module, ça peut être 3 fois 10, 4 fois 10. Normalement, plus on coupe en morceaux, plus il faut le faire souvent, c'est évidemment. Donc on ne peut pas dire que 30 minutes d'un bloc soit égal à 3 fois 10 minutes. Il faudrait faire 4 fois 10. Ça, c'est un peu des statistiques. Il n'y a pas que la marche à pied, bien sûr. Le principal, c'est que ce soit soutenu. Ce n'est pas du lèche-vitrine. Lèche-vitrine fait partie des choses de la vie, voilà. Mais on retrouve aussi des choses équivalentes, bien sûr, le vélo, la natation, le jardinage, qui est une activité physique qui peut être soutenue avec des efforts réguliers, entraînants. C'est une activité physique. Et puis certaines activités domestiques qui sont déclarées aussi, Sani, parce qu'on met sur les gens des compteurs, des trucs, puis on regarde, et on s'aperçoit qu'ils ont monté des escaliers, descendu des escaliers, qu'ils ont passé l'aspirateur à gauche, à droite, les hommes et les femmes, bien sûr. Il y a autant d'hommes ici que de femmes qui font le ménage, je le sais bien. C'était inscrit à l'entrée. C'était inscrit à l'entrée. C'est génération, mouvement, égalité, bien sûr. Donc ça me paraît tout à fait intéressant. Le troisième facteur de risque au monde sur lequel on peut agir, c'est l'alcool, on en a parlé tout à l'heure, avec une grande sensibilité. Le tabac aussi, d'ailleurs, pour les femmes, c'est en plus sensible. On ne peut pas dire que telle dose toxique pour l'homme. Alors faites attention à une espèce de truc qu'on connaissait dans le temps, c'était mon foie ne connaît pas. Alors mon foie ne connaît pas, ça veut dire bon, je vais bien, je suis en forme, tout va bien, etc. Et puis une petite goutte de plus, pouf, plus rien du tout. On a une espèce de crise de colique hépatique, je sais pas quoi. On va à l'hôpital, puis on dit ah ben c'est que votre foie, il y a ce qu'on appelle une stéatose, c'est-à-dire il est un peu chargé. Ah bon, mais pourtant moi jusqu'à présent tout allait bien. L'organisme nous trompe un peu. L'organisme fait que quand on est dans l'addiction, l'alcool, le tabac, etc., tout doucement, si on a éliminé les signes d'alerte et qu'on dit « oh, c'est pas grave, tout ça », eh bien, il n'y a plus de signes d'alerte. Et donc, on est trompé. C'est pour ça qu'on dit « mon foie ne connaît pas ». Ça, c'est très important. Alors, il y a une unité, puisqu'il y a un bon usage, de l'alcool. Alors, ne sortez pas ici en disant oh, « le docteur, il a dit il faut aller boire de l'alcool ». Mais voilà, moi je ne fais pas de la publicité non plus pour les gens qui vendent du vin, mais franchement, c'est incomparable. Même s'il y a des gens qui sont addicts, bien sûr, à l'alcool, c'est eux qui ont franchi des barrières qu'il ne fallait pas franchir. Pour autant, bien sûr. Alors, pour autant, quand on fait des statistiques, celui qui ne boit que de l'eau par rapport au vin a une toute petite meilleure santé, c'est-à-dire c'est un facteur de 1,1 par rapport au facteur de risque, parce que de l'alcool sur une cellule digestive, quoi qu'il arrive, dans la durée, les cellules digestives n'aiment pas. Alors, ça va bien, mais c'est pas exactement pareil que de boire que de l'eau. Alors voilà. Alimentation, très important, le bon sens l'emporte, le repas léger l'emporte, tout le monde connaît les 5 fruits, 5 légumes, j'en parle pas, mais c'est absolument... la vie saine, c'est ça. La vie saine, c'est exactement un moment très important. Alors pourquoi on n'arrive pas à faire tout ça? Pourquoi on n'arrive pas à arrêter de fumer? Pourquoi on n'arrive pas à se contrôler sur l'alcool? Pourquoi on n'arrive pas à faire un peu d'effort physique? Soit parce qu'on ne l'a jamais fait, donc on ne voit pas pourquoi on le ferait, vous voyez. Ben, premièrement, parce qu'on n'aime pas le changement. Parce qu'on est comme ça depuis des décennies, puis voilà, bah pourquoi ça changerait? Moi, non, alors c'était les spells de dictons, enfin de paroles de Churchill, vous savez, no sport, ça veut dire, voilà, je me porte bien, je fume le cigare, no sport, c'est ma vie. Eh ben oui, mais sauf que c'est ma vie, mais il faut être exceptionnel pour échapper à cette vie-là. La culture, parce qu'il y a des ambiances, il y a des familles, il y a des sociétés, il y a des groupes. On voit en particulier des modes d'organisation sur l'éducation, où depuis belle lurette, en Allemagne, les cours l'après-midi finissaient plus tôt pour l'activité physique quasi obligatoire. Les Islandais s'en sont sortis sur le tabac chez les jeunes, je vous dis en 10 ans, parce qu'on a fait des chèques pour les familles qui ne pouvaient pas payer l'inscription des enfants dans les activités physiques, sportives. On a fait des chèques, c'est-à-dire qu'on a donné de l'argent pour que les gens fassent du sport. Et donc, voilà, parce que le sport, c'est bon pour la santé. Donc, il y a toute une ambiance, mais maintenant, on voit de plus en plus de gens. Moi qui suis passé depuis longtemps chez les seniors, je vais un peu à la piscine, et puis ça y est, je vois des seniors qui alors, il y a même des gens qui apprennent à nager après 70 ans. Bon, c'est quand même fantastique. Éléments sociaux, environnementaux. Bah alors là, évidemment, vous êtes en plein dedans. Il y a des gens qui disent moi, j'ai pas le temps.
de temps. Alors, ils n'avaient pas le temps avant, ils n'ont pas le temps pendant, ils n'ont pas le temps après. Alors, oui, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, bien sûr. Mais pour autant, il faut prendre ce temps. Ce temps-là est indispensable. Le temps de s'occuper de soi, bien entendu, est indispensable. Accessibilité, bien sûr, c'est pas égal. Il y a des gens qui habitent à Paris en face d'une salle de gymnastique, et puis il y a des gens qui sont dans le Morvan. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Il n'y a pas d'égalité. Les reconnaissances, les lois, ça existe puisqu'il faut inciter à. Ça me paraît complètement essentiel. Donc, si on facilite, si on incite à, c'est des choses qui se font bien. Et puis, bien sûr, malheureusement, il y a des gens qui sont déjà handicapés, il y a des gens qui ont des maladies. On n'est pas que dans les statistiques, chaque être est différent, et qui ont bien sûr eu des difficultés. Mais pour autant, il y a ces gens-là qui sont par des phénomènes de résilience, qui nous donnent l'exemple. Combien de handicapés ont commencé à faire des activités physiques et sportives inhabituelles, se jetant d'en haut d'un avion en parachute, traversant la Manche sans bras, sans jambes, enfin des choses incroyables, qui nous donnent l'exemple, qui viennent nous choquer même, pour nous dire que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on n'a pas encore cette espérance de vie dans la qualité de vie, parce que bien entendu, passer les obstacles, c'est la qualité de vie. Alors là, on ne voit pas très bien, mais c'était simplement ce que c'était que l'activité physique. C'est régulier, c'est dans la durée que ça s'inscrit. Et puis, il faut effectivement avoir une marche, par exemple, assez importante. Alors, bien sûr, la vraie vie, c'est celle du bon sens. Moi, ici, je n'ai pas du tout de directive à vous donner. On fait ce qu'on aime faire. Dès qu'on met du plaisir, dès que le côté hédonique l'emporte sur ce qu'on pouvait estimer être un obstacle, commencer une activité physique, et bien, dès qu'on y prend plaisir, c'est fantastique. Mais c'est pareil pour nos jeunes qui passent Moi, je le dis pour les gens qui ont du mal à s'arrêter de fumer, ils me disent qu'est-ce que c'est dur. J'ai un collègue médecin, parce que bien sûr, il y a des médecins qui échappent pas à ça, pris par une addiction au tabac, qui m'a dit qu'est-ce que c'est dur de s'arrêter de fumer. Mais je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as essayé? Il me dit j'ai jamais essayé. Je lui dis, alors ça c'est fantastique. Mais l'idée de s'arrêter, il trouvait que c'est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur que d'avoir ces examens pour réussir à passer dans l'année d'après? Qu'est-ce que c'est dur? Oui, mais on commence, on bosse, on dit, j'y arrive pas, je reparerai demain, et puis le lendemain, ça va un peu mieux, etc. Et puis on prend plaisir. On prend plaisir à apprendre. On prend plaisir à aller dans des clubs où on fait des progrès en Scrabble, en mots croisés, je sais pas. Donc prendre plaisir, évidemment, c'est la sensation même. Donc le côté jouissif et libidinal me paraît complètement important. La notion de découverte aussi est importante. On découvre à tout moment. Moi, j'ai l'impression, mais je ne suis pas un cas exceptionnel, que j'apprends 3, 4, 5 choses par jour nouvelles que je ne savais pas. Incroyable. On écoute la radio, on écoute des émissions plutôt intelligentes. On rencontre quelqu'un qui vous apprend un truc qu'on ne savait pas. Découvrir, c'est forcément progresser, c'est aller, et ne pas se dire « je suis vieux, je suis senior, j'ai plus rien à apprendre, je n'ai plus qu'à transmettre ». Non. La meilleure façon de transmettre, c'est de continuer à apprendre, c'est évident. Le mental, pour qu'il aille bien, il faut que le corps aille bien. Moi, je suis quelque part un spécialiste de la psychosomatique. Je n'ai pas d'horloge, vous me le dites, les horloges. C'est ça. Donc le corps et l'esprit vont ensemble. Si les gens entretiennent leur corps, leur donnent une espèce d'impression de passer des obstacles et que ça aille plutôt bien, même s'il y a un handicap, etc., l'esprit va mieux. Et si l'esprit va mieux et s'adapte, eh bien, ça incite le corps à aller un peu mieux. Mais c'est une évidence, vous le savez ça, tous par cœur. Sauf qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, qui n'y arrivent pas à le faire, qu'il faut inciter. C'est ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Il faut que le personnel soignant, les gens qui sont dans la santé, le médico-social, le social, soit dans ce qu'on appelle l'entretien motivationnel, c'est-à-dire parler avec des gens, comprendre leurs problématiques et en adhérant par empathie à ce qu'ils expriment, dire mais le changement est toujours possible, qu'est-ce que tu imagines pour l'avenir? Oui, c'est ce qu'on appelle des questions ouvertes. Pour l'avenir, j'espère. Et quels sont les obstacles? Mais moi, je connais quelqu'un, les mêmes obstacles, c'est passé. Peut-être que les situations sont différentes. Redonner de l'espoir aux gens. La socialisation super liante de vos activités. Alors, donc, quand on quitte le boulot et qu'on est en retrait à cause de la retraite,
et qu'on est inactif, eh bien, il faut continuer à être actif, bien entendu. Et les responsabilités qu'on avait dans un monde professionnel se reportent sur la famille, se reportent sur l'association, se reportent sur les voisins, sur je ne sais pas quoi. Ce sont des responsabilités. Il faut garder des responsabilités, mais on est déchargé de la responsabilité lourde, difficile, du boulot, de la hiérarchie, je ne sais pas. Et on reporte ce truc-là, et là, on prend plaisir à être responsable. C'est plutôt intéressant. Alors, le top de l'activité physique, c'est quand elle est créatrice. C'est pour ça que je parlais du jardinage, bien sûr, mais ça me paraît évident que quand quelqu'un voit quelque chose pousser, qu'il y a eu des efforts, qu'il pense à ce qu'il va faire l'année prochaine avec son jardin, il y a tout un mouvement intellectuel au niveau le bricolage aussi, ça fonctionne comme ça. Alors là, on a les exemples qui sont typiques, mais il y en a plein d'autres. Le bricolage, fantastique. Activité physique, intellectuelle, création, voilà. Il y a des gens qui n'ont pas fait de bricolage. Moi, j'ai rencontré une amie, elle n'avait pas fait de peinture. À la retraite, elle m'a dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais apprendre à faire de l'aquarelle. Oh là là, elle apprend à faire de l'aquarelle. Alors, elle fait des trucs fantastiques. Elle ne savait pas qu'elle était douée en plus. Donc, c'est incroyable. Donc, il y a la création, ça fait du bien. La danse, fantastique. Alors, la danse, c'est jouissif. On danse avec un ou une partenaire, c'est très agréable. C'est une activité physique, il y a un rythme, il y a la musique, il y a le corps qui bouge, il y a une chorégraphie, on fait bouger son corps. Fantastique. Ça, c'est pour la danse de tous les jours. Mais je ne sais pas si vous avez vu ce film sur FR3 l'année dernière, sur comment, grâce à la chorégraphie et à la danse, on peut aussi s'occuper des maladies d'Alzheimer. Et donc, le titre m'échappe tout de suite, là. Ah oui, ça commence comme ça, on ne se souvient plus, mais on savait qui dansait. Alors, une dame qui découvre à travers un type la chorégraphie, le corps qui bouge, et les yeux qui sont brillants, et puis une sensation d'émotion, d'amour qui passe, qui reconnaît tout de suite ce type qui rentre alors qu'avant elle était indifférente. Enfin, la guérison, entre guillemets, sur l'apathie et sur le corps qui bouge. Fantastique. Le tai chi, de plus en plus de seniors en font. On en fait un peu moins ici, mais si vous êtes de voyage à Paris, vous voyez dans les parcs des gens le dimanche matin, hop, hop, dans tous les sens. C'est prévu après le repas, là. Entraînement. Alors, le social, on en a parlé. Je voudrais juste signaler quand même que ce que vous évoquez, ça j'ai bien que vous le disiez, parce que c'est dans les propositions d'action que l'on vous a présentées, c'est exactement ce qui nous tient. Alors le fait que ce soit un médecin qui vous dise, vous allez pouvoir le faire mieux si c'est moi. Alors, pour avancer une autre porte ouverte, je vous répète, la fonction crée l'organe. Si on supprime la fonction, il n'y a plus d'organe. Quand vous êtes alité à l'hôpital parce que vous êtes fracturé, une mauvaise fracture, pendant 3 mois, votre corps, il dit « Qu'est-ce que je fais là ?» Alors après, il dit « J'ai du calcium, je ne sais plus quoi en faire parce que normalement, c'est quand je marche que j'incite mon calcium à se fixer sur les os. » Eh bien, si on regarde dans les urines de la personne qui est alitée, on va voir le calcium qui fiche le camp parce que le calcium, il dit « J'ai plus rien à faire ici, je me tire. » D'accord ? Or, non, mais la fonction crée l'organe. Vous supprimez la marche à pied, le calcium se tire. D'accord ? Vous marchez, le calcium, il reste. C'est couillon, mais c'est comme ça. D'accord ? Il est bon de se casser la tête. D'accord ? Remue, ménage, c'est évident. Si on ne se casse pas la tête, ok, on a moins d'enquiquinement, on est en retrait, et puis après, on est en perte d'autonomie, puis on dit les autres vont décider pour moi. Non, non, il faut se casser la tête. Savoir s'adapter aux outils modernes, oui. Pour ne pas se laisser déborder. On va voir juste après, parce que je vais finir. C'est simplement que, on va dire que chez les seniors qui pourraient penser qu'ils sont dans une phase de dégradation, ils pourraient le penser, eh bien, la phase de dégradation, elle s'adapte, et en gériatrie, on appelle ça la désadaptation. C'est-à-dire qu'on n'est plus adapté au monde, à notre environnement proche, sauf si on a décidé de rester adapté. Donc ça veut dire que si je suis dans les outils modernes, l'informatique, si je décide que je ne vais pas me laisser déborder et que je vais savoir comment ça fonctionne et que je vais savoir comment ça marche et je vais apprendre un truc et je vais passer l'obstacle, je ne vais pas être débordé et je ne serai pas désadapté. On ne peut pas empêcher que le monde tourne autour de l'électronique. Je ne dis pas qu'il faut être un féru d'électronique. Mais si on dit c'est pas pour moi, j'avais des jeunes collègues médecins, alors que moi j'avais 30 ans et je me disais l'informatique arrive, je l'apprends, mais j'avais des jeunes collègues de 30 ans qui disaient ah ben l'informatique c'est pas pour moi. Ils avaient 30 ans, c'était pas pour eux. Et bien sûr, c'était des futurs mauvais seniors, hein, c'était pas bien parti. Le vélo c'est important
Pourquoi? Alors moi, je vais vous faire la publicité pour le vélo électrique. Je suis venu en vélo électrique, c'est fantastique. J'ai fait du vélo toute ma vie, j'ai fait du VTT. Faire du VTT quand on est senior, c'est dangereux. Il y a des obstacles, il y a des trous, il y a des cailloux. On tombe, on peut se faire un peu mal, et c'est pas très simple, d'accord? Pour autant, j'ai croisé sur le Galibier un monsieur qui habitait à Valloire, qui avait 85 ans, qui était en train d'arriver en haut du Galibier avec un vélo électrique. Il m'a dit, ça faisait 15 ans que je n'avais pas fait le Galibier, alors que je suis de Valloire, j'ai toujours monté le Galibier en vélo, et à un moment donné, j'ai vu que je pouvais plus. Et puis la découverte du vélo électrique, premièrement, on lui a redonné la jouissance d'arriver en haut du... Pour ceux qui font du vélo, ils savent ce que c'est. Arriver en haut d'un col, c'est jouissif, hein. La jouissance d'arriver là, de faire un effort physique tout à fait à sa portée, d'accord, le plaisir de le faire et de refaire comme avant. C'est-à-dire, je m'adapte, je ne suis pas désadapté. Fantastique. Je dis ça, bon alors je ne vends pas, j'ai pas d'action, j'ai rien du tout. Moi-même, je me suis acheté un vélo électrique en ayant vu ce monsieur au Galibier. Je suis descendu en bas à Valloire, j'ai vu vélo d'occasion à acheter, électrique, hop, j'ai dit je prends. Et ça m'a changé la vie pour refaire des choses que je ne faisais pas depuis très longtemps. Alors, je ne dis pas, bien sûr, il y a des gens qui peuvent faire du vélo non électrique sur du plat, ça va très bien. Mais il y a des outils fantastiques du monde moderne pour lesquels je trouve que vraiment, il y a de quoi nous rassurer là-dessus. Alors, bien sûr, on n'a pas parlé de tout. On n'a pas parlé de la sexualité. Et quand on demande aux médecins, mais pourquoi vous ne parlez pas de la sexualité avec vos patients, et en particulier quand ils sont seniors? Alors, il y a des médecins qui disent, oh, ben, c'est un peu délicat, j'ose pas, etc. Alors, on apprend même aux médecins à parler de la sexualité. Eh ben, vous savez ce qu'il faut leur dire? Bon, je pense qu'en matière de sexualité, tout va bien. Voilà. Ça, c'est une question positive, d'accord? Et le médecin, posant cette question, la personne s'en va. Et puis, souvent, avant, eh ben, il met le pied dans la porte. C'est ce qu'on appelle le syndrome du pied dans la porte, d'accord? Ah, au fait, au sujet de la sexualité, puisque vous m'en avez parlé, docteur, alors le médecin, il dit, écoutez, là, j'ai plus le temps, mais si vous voulez bien, on pourrait en parler la prochaine fois. Donc, c'est pour dire qu'il y a des sujets de conversation qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir. Et c'est parce que celui qui pose la question, par exemple le médecin, suppose que tout va bien, que les gens se disent, tiens, voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi. On connaît la même chose en matière de tabac, ça n'a strictement rien à voir, bien sûr. Sauf que plus on fume, moins on a de puissance sexuelle quand il s'agit des hommes, en tous les cas. Donc ça a quand même quelque chose à voir. Eh bien, en matière de tabac, il suffit de dire aux gens, finalement, est-ce que vous fumez, vous qui êtes venu me faire un certificat pour faire de la gymnastique senior, et est-ce que vous avez l'idée de vous arrêter? Le conseil minimal est une porte ouverte pour changer de direction à ce niveau-là, c'est tout à fait évident. Alors, bien sûr, on n'a pas parlé du yoga, on n'a pas parlé de la musique, on n'a pas parlé des champignons, c'est des exemples au hasard. Comme ça. Les champignons, c'est fantastique. Quand vous êtes dans une... j'y suis pas, hein, dans une association qui s'occupe de champignons, vous marchez, vous allez à la chercher, vous avez une acuité visuelle qui est tout à fait exercée, vous allez les chercher, vous connaissez les trucs, vous les partagez avec les autres, vous faites une bonne balade, et puis vous avez les noms des champignons qu'il faut se mettre dans le crâne. Donc c'est un effort intellectuel incroyable. Il y a des gens qui renoncent d'être dans un groupe champignon parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas adaptés et que se mettre des noms nouveaux dans la tête, ils n'y arriveront pas. Donc ils préfèrent être des cueilleurs de champignons, les manger, ce qui est aussi très agréable, mais sans se mettre dans la tête ces noms savants. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est par là le côté associatif, le côté recherche intellectuelle et le côté, bien entendu, activité physique, baiser, tout ça est très important. J'ai fini. Bravo.